Keiko n'a jamais rien fait comme ses copines. Après leurs études, toutes ont trouvé un travail, un mari ou les deux. Keiko, elle, n'a jamais voulu quitter son job étudiant. Son emploi de vendeuse dans un combini, ces petits magasins japonais où tout se vend à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, la comblait. Mais rapidement, le poids du regard de la communauté devient trop lourd. La fille de la supérette, c'est le titre de ce roman de Sayaka Murata, ne peut plus rester cette fille de la supérette, célibataire et mariée à son emploi. « J'ai besoin de changement, dira-t-elle. Bon ou mauvais, ce sera toujours mieux que l'impasse dans laquelle je me trouve. » Un jour, la vie de Guillaume devint celle d'un petit délinquant, puis de chute en récidive, celle d'un bandit aguerri. Mais destin est-il forcément synonyme de prédestination ? Vous écoutez Transfert épisode 167, un témoignage recueilli par Rudy Saada. Je grandis dans une ville qui s'appelle Moret-sur-Loing, dans le sud de la Seine-et-Marne. Ma mère est coiffeuse et mon père est musicien et aussi paysagiste. Mes parents ils travaillent énormément, je les vois pas souvent, parce que ma mère elle travaille de très tôt le matin à très tard le soir, même le week-end. Mon père étant disjockey le week-end, donc lui c'est jeudi, vendredi, samedi de nuit, la journée il dort, donc je les vois pas beaucoup. Je manque de rien, mes parents je les vois pas souvent, mais sinon j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis fils unique, je passe la plupart de mon temps avec mes cousins, les fils de mes tantes, qui sont un petit peu comme mes frères. Et moi je fais beaucoup d'activités sportives, skate, vélo, enfin pas mal de trucs de sport extrême. J'aime énormément la moto aussi. J'ai un côté un petit peu débrouillard, un petit peu touche à tout. D'ailleurs, avec un de mes oncles, on va 2 fois par mois faire les grosses poubelles, ça s'appelle les monstres à l'époque. On récupère toutes les choses qui nous intéressent, notamment la plupart du temps, c'est des tableaux qui nous intéressent, les vieux tableaux. On les refait, puis moi je récupère des vieux vélos que je refais pour ensuite les vendre au marché aux puces de Saint-Ouen. Donc à 14 ans, je m'achète mon premier scooter, que je rafistole aussi avec mon oncle, en achetant des pièces à droite à gauche, qu'on n'a quand même pas beaucoup d'argent, même si je manque de rien, je suis pas non plus super riche, mais je manque de rien. Donc j'achète un scooter, et je suis super fier de me balader avec ce scooter partout, un petit peu dans ma ville. Au bout de quelques mois, en fait, il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser un petit peu à moi, à mon scooter. Et là, c'est des gens qui sont quand même assez connus. C'est des petits caïds, c'est pas des gros bandits, mais bon, ils sont beaucoup plus que moi. Moi, j'ai absolument pas d'amis, enfin, pas trop d'amis, donc je suis un petit peu livré à moi-même. Dans ma ville, un jour, j'étais arrêté à un feu rouge et il y a un des mecs qui vient et qui me demande mon scooter. Donc, il m'a tout simplement pris les clés et il est parti avec mon scooter avec les clés. Je sais pas trop quoi faire, ni si je vais dans la cité, c'est sûr que je vais me faire éclater. De toute façon, ils me l'ont dit. Donc, je suis un petit peu bloqué, quoi. Je commence un petit peu à me renfermer sur moi-même. Ça m'arrive d'aller au supermarché ou même me balader en ville et je vois les mecs passer avec mon scooter à faire des roues arrière, des trucs, des bidules. Et la plupart du temps, c'est carrément même des mecs que je connais même pas. Je continue à refaire les marchés avec mon oncle, récupérer de l'argent, refaire un scooter, et je me rachète un deuxième scooter. Et ça recommence. Je me refais voler le scooter, pas par les mêmes, par d'autres. Je pense qu'ils ont dû dire, tiens, lui, il est super facile à racketter, on lui a pris son scooter, il a rien fait, il a un deuxième scooter, on va lui reprendre son deuxième scooter. Et ils me revolent mon deuxième scooter. Et rebelote, je vois exactement les mêmes mecs sur mes scooters, parce que là j'ai 2 scooters de volée, et pareil, je peux absolument rien faire, quoi. J'ai 14 ans, j'en parle à mon grand cousin, qui est plus âgé que moi, qui a 23 ans, qui sort de l'armée, qui a fait les parachutistes, donc qui est quand même assez costaud, assez grand et très bagarreur. Je lui explique l'histoire des scooters, les mecs qui me l'ont piqué, parce qu'ils sont quand même, c'est pas des gros caïds, mais c'est des gens quand même connus dans la région, puis c'est quand même des petites villes. Je lui explique et il me dit t'inquiète, laisse-moi quelques jours, on va trouver une solution et je vais te ramener ton scooter. 2 jours plus tard, je me balade, je suis à côté de la forêt là, vers la forêt de Fontainebleau, je me balade et je vois une voiture arriver et c'est mon cousin qui est en côté passager avec une autre personne que je connais pas du tout. Ils me disent, monte dans la voiture, dépêche-toi. J'arrive à l'arrière de la voiture et en fait au sol, je vois qu'il y a plusieurs fusils à pompe. Je monte à l'intérieur de la voiture et on y va. Donc là, je commence un petit peu à paniquer en voyant tous ces fusils à pompe. Déjà, la deuxième personne, je ne vois pas du tout qui c'est.
Donc là, on part en direction des mecs qui m'ont volé mon scooter. On arrive, on s'arrête, on cache la voiture. Je descends de la voiture, donc moi je suis petit quand même, hein, je suis pas très grand. Et les deux, c'est des colosses comparés à moi. Donc ils doivent faire 1,90 m, je pense environ 100 kilos de muscles et un fusil à pompe chacun. Mon cousin il me donne un couteau en fait de Indiana Jones, c'était limite une épée. Et il m'a dit tiens pour te défendre. En fait le couteau, franchement il devait faire la taille de mon bras. Donc j'ai dit ok, je vois pas trop ce que je peux faire avec, mais bon, allons-y. Et on part en direction du bâtiment où il y avait tous les mecs en bas du bâtiment. On arrive en bas du bâtiment, tout le monde nous regarde bien sûr, et ils ont armé les fusils à pompe. Et mon cousin Karim m'a demandé qui t'a volé ton scooter. Et là, bon, ils étaient plusieurs, bien sûr, et là j'en vois un. Et je lui dis c'est lui. Il a dit ok. Et il l'a pris. Il a dit toi tu viens avec nous et on est passé derrière le bâtiment, au niveau des garages. Et le légionnaire, lui, ce qu'il devait faire, c'est garder en respect les gens pour pas qu'ils se sauvent ou qu'ils appellent des gens. Et donc, quand on a contourné le garage, il a appuyé le mec contre le garage, il lui a mis les mains dans le dos et il a commencé à se reculer et à le viser. Et je pense qu'il allait le tuer là, à ce moment-là. Enfin, je suis sûr qu'il allait le tuer. Donc moi, à ce moment-là, je suis quand même super paniqué, mais j'ai l'impression d'être dans un film de stop motion où tout parle tout doucement. C'est une étrange impression. Le mec se retourne, il me voit et me dit dis-lui, je vais te le rendre ton scout. Et là, je sais pas quoi dire, je suis tétanisé. Là, c'est sûr que là, j'ai vraiment l'impression que ma vie bascule parce que si mon cousin tire, on tue quelqu'un. Si je suis quand même complice de meurtre. S'il tire pas, les mecs vont vouloir me brûler, me crucifier. Donc dans tous les cas, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas là. Ça c'est sûr et certain. Et que je vais le payer, ça c'est sûr. D'une façon ou d'une autre. Et en fait, à ce moment-là, apparemment, le légionnaire, il y a des petits enfants qui ont pris peur et il a mis un coup de crosse un petit gamin de moins de 10 ans qui est tombé par terre. Et ça a foutu quand même une grosse panique dans le bâtiment, ce qui est normal. Et tout le monde est sorti du bâtiment, les mamans, les papas, les frères, les sœurs. Et il y a eu comme une petite émeute. On a dû partir en courant. On s'en va en panique assez vite. Il me redépose vers chez mes tantes et il me dit ouais, surtout t'en parles à personne. Et là, je sais pas trop quoi faire, donc je retourne chez moi comme si de rien n'était, sauf qu'il s'est quand même passé un gros truc et je peux pas en parler là, c'est impossible. 2 heures plus tard, en fait, débarquent les gendarmes. Donc ils m'arrêtent, me mettent en garde à vue et là, à 14 ans, quand t'as une dizaine de gendarmes qui débarquent, tu te sens quand même super mal. Même, bon, alors moi j'avais pas l'habitude de faire des braquages ou quoi que ce soit, ou des conneries. Donc là, je pense que je reste peut-être 24 heures, 48 heures en garde à vue. Et vu que je suis quand même très jeune, ils peuvent pas m'envoyer en prison, malgré qu'ils savent pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y a juste des témoins qui disent qu'on est arrivé avec des fusils pour tuer quelqu'un. Mais bon, il y a pas de fusil encore là. Donc je ressors au bout de 2 jours. Là, c'est quand même la grosse panique dans ma famille. Tout le monde cherche mon cousin. Ma mère qui arrête pas de pleurer, toutes mes tantes. Au bout de, je pense, une semaine, mon cousin se rend à la police et avoue toute l'histoire en disant que c'était des faux fusils. Là, dans ces cas-là, quand c'est des faux fusils, t'as pas une intention de tuer, donc il n'est pas incarcéré. Ma mère, elle a surtout peur, mais elle pense que je suis un peu une victime. Elle comprend pas trop ce qui s'est passé. Ils ont un petit peu peur pour moi là, mais je me fais pas du tout sermonner. Une semaine plus tard, ma grand-mère lit le Parisien et me fait voir l'article. Sur l'article du Parisien, le braquage du commando était stipulé: un mineur entraîne 2 majeurs à commettre un braquage. Pour la police et la juge pour enfants, c'est quand même moi qui avais entraîné 2 majeurs à commettre un braquage. Donc, conséquent, je suis présenté à un juge pour enfants, un psychologue, et je suis suivi de près, où je dois voir un juge pour enfants. Là, on rentre dans un engrenage où je dois vraiment raconter tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je pense. Je reste des fois des heures où je sais pas quoi dire en fait. Déjà, je les connais pas ces gens, je vois pas ce que je vais leur dire quoi. Je comprends pas. Alors avant, personne s'intéressait à moi et d'un coup, tout le monde s'intéresse à moi. Je peux plus voir mon cousin parce que c'est un petit peu tendu. Donc là, ça devient un petit peu bizarre quand même. Donc à partir de ces événements, je deviens
Dans mon quartier, un petit peu le caïd sans le vouloir. Tout le monde commence à me demander des trucs à droite à gauche, des scooters volés. Très vite, en fait, j'accepte. J'ai un ami qui vient me voir et qui me dit: «Tiens, j'ai une copine qui veut plus de son scooter. Il est assuré. Si tu lui voles, tu le revends et elle se fera rembourser par l'assurance». Donc en fait, c'était un vol, mais pas trop grave parce qu'elle était un petit peu au courant. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à voler un scooter, 2 scooters, 3 scooters. Et aussi, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant: «Tiens, mon grand-père, il a un pistolet. Si je lui vole, est-ce que tu peux le revendre?» Je dis: «Bah ouais, bien sûr». Et j'ai eu un pistolet, 2 pistolets, un 11-43, et ça, c'est mon autre cousin qui les revendait souvent ou qui les gardait pour lui. Et de fil en aiguille, très vite est arrivée la demande de stupéfiants. Donc là, pour avoir du stupéfiant, il faut généralement un petit peu d'argent pour en acheter, pour en revendre, chose que je n'ai pas forcément, mais j'ai des armes. Et on se dit: «Bah écoute, on va aller braquer un dealer». On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à partir d'un moment, on arrête de le faire parce qu'on a récupéré quand même du stupéfiant, et donc là, on le vend. Et après, c'est le gros engrenage. Donc moi, je me spécialise en cannabis, ecstasy un petit peu, et mon cousin plus héroïne, cocaïne. Là, il s'est passé peut-être 2 ans. 2 ans où les juges font partie de ma vie. Les vols font partie de ma vie, et en fait, tout le monde dans ma famille me regarde comme si j'étais un bandit. Tout le monde dans mon école me regarde comme si j'étais un bandit. Tout ça, pour moi, était complètement normal. Tout ça, je le fais parce que les gens me demandent des choses, j'ai l'impression d'exister, j'ai l'impression d'être un peu un businessman. Je me fais souvent arrêter, mais la plupart du temps, quand je me fais arrêter pour du stupéfiant ou des vols, sauf si je me fais arrêter en flagrant délit, de choses, peuvent pas prouver que c'est moi. Donc c'est jamais moi. Mais ça s'accumule. Et les juges commencent à vraiment en avoir marre. De 14 à 17 ans, je dois passer au moins entre 10 et 15 fois devant le juge pour enfants. Et un jour, on essaye. On essaye la coke, après on essaye l'héro. Déjà qu'avant, on n'avait pas trop de peur de quoi que ce soit, avec ces stupéfiants, on a encore moins peur. Tout ce qui nous passe par la tête, on le fait, et on s'en fout des conséquences parce que ça fait une dizaine de fois que je me fais arrêter, et en fait, je suis toujours pas en prison, donc moi, je me dis que je suis un petit peu invincible, en fait. Je deviens accro très vite, et accro aux soirées aussi. Moi, je monte souvent sur Paris, où je rencontre des plus gros bonnets, des plus gros dealers qui font des trafics internationaux de plusieurs pays. Là, je me dis quand même que c'est un autre niveau. Je suis pas sûr d'avoir les épaules pour ça. Donc je ralentis un petit peu, mais je consomme beaucoup. Donc là, je lâche un petit peu prise avec tous les vols, ça c'est sûr, je fais plus de vols. Là, je fais vraiment beaucoup de consommation: héroïne, MDMA, cocaïne, ecstasy. Des fois, je pars et je reviens 4-5 jours plus tard. Je fais des soirées, je vais dans des technivals. J'ai toujours ces rendez-vous avec la juge, le psychologue. Donc, je garde toujours un emploi. Je suis terrassier, je suis aide électricien dans la construction pour justifier auprès de la juge. Pour moi aussi, pour avoir un petit peu d'équilibre. Et pour justifier aussi ma famille et les choses que j'achète. À 18 ans, j'ai rien du tout. Pas de diplôme, pas de travail. Et je suis obligé de faire l'armée. Donc je me dis, je vais l'avancer. Donc j'avance l'armée, ça va très vite. Je me retrouve à l'armée à 18 ans et quelques mois. Le jour où je suis arrivé à l'armée, je suis un peu défoncé, bien sûr. Et je prends plus du tout de stupéfiants à l'armée. Là, déjà, on fait un mois de classe. L'armée, ça me fait super du bien. J'ai l'impression d'être dans une petite famille. Donc ça, j'aime bien. Je rencontre des gens un petit peu hors du commun aussi. Ça me fait, en fait, ça me fait voyager sans voyager. Donc je fais mes classes. Un soir, je suis avec un ami de mon contingent qui avait fait les classes avec moi. On boit des bières, peut-être on fume un petit peu, mais enfin rien de spécial. Et il y a un mec là qui est là, qui nous a rejoint depuis un mois. Et lui, c'est un gros mytho, un gros mythomane. Mais il est super cool, parce qu'en fait, il anime nos soirées, il nous raconte des mythos, mais incroyables. Et ce soir-là, mon ami dit: «Bon bah moi les mecs, je vais aller me coucher, je vais prendre un quart de Lexomil».
Et le mythomane dit: «Ah mais ça, mais moi, j'en prends 7, 8, plus je bois de la bière». Et le mec il dit: «Mais attends, moi j'en prends un demi, je suis couché». Et du coup, moi je lui dis: «Bah écoute, si toi t'en prends 7-8, moi j'en prends 10». Et il fait: «Bah vas-y». Et du coup, je prends une dizaine de Lexomil sans savoir ce que c'est. Et je les avale avec une bière en plus. Ensuite, j'étais me coucher, j'ai un trou noir en fait. Je me souviens de rien. Tous mes amis de ma chambre ont flippé parce que je me suis réveillé en bavant. Je tenais pas debout et ils se sont dit ouais, on va tous aller au trou en fait à cause de lui, parce qu'il a fait n'importe quoi. Donc ils m'ont habillé et emmené travailler. On a été travailler en fait. Moi, je travaillais en déconstruction, donc il fallait que je détruise des choses, il fallait que je casse des choses. Donc j'ai un marteau, je tape le mur, et en fait, il y a un des gradés qui vient me voir pour me prendre le marteau. Je sais pas pourquoi ça me plaît pas. On s'engueule, on commence à se bagarrer un petit peu, et je lui donne 2 coups de marteau dans le bras. Et ça lui casse le coude et fracture la clavicule, ou l'inverse. Mais ça lui fait très mal en tout cas. Et apparemment, à ce moment-là, je me mets à tomber et à baver. Donc là, tout le monde panique, ils appellent les pompiers. Tous les mecs de ma chambre, en fait, ils sont à côté, ils sont pas très loin, et en fait, je pense qu'ils sont tous en panique de ce qui s'est passé. Donc là, tout le monde pense que j'ai essayé de me suicider. Donc je suis emmené d'urgence à l'hôpital pour faire un lavement d'estomac. Moi, pendant une semaine, en fait, je comprends rien. J'ai juste des bouts de 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, où je parle à des gens, à l'hôpital, des psychologues ou des docteurs. Donc ils me disent pourquoi t'as essayé de te suicider, et je leur dis ouais, j'en ai marre. Et en fait, je me vois dire ça, mais en fait, je sais même pas pourquoi je le dis. Au bout d'une semaine, 10 jours, j'arrive à revenir à moi-même. Et là, je suis dans un hôpital psychiatrique de l'armée, où j'attends de passer en commission rogatoire, donc en jugement encore, mais pour l'armée, pour tout ce qui s'est passé là. Donc là, ils me réforment P5. Donc je suis aussi dangereux que l'ennemi en temps de guerre, donc je pense pas qu'il y ait pire que ça. Je ressors de l'armée avec rien du tout. J'ai rien, j'ai pas de travail. Je retourne chez ma mère ou ma grand-mère. Je revois tous mes amis et je repars à fond dans le stupéfiant. Héros, coke, MDMA, beaucoup de soirées. Et j'ai toujours des rendez-vous encore d'éducateurs. Et là, les éducateurs, ils hallucinent parce que ça fait des années qu'ils me suivent et ils voient la descente en fait. Et là, ils me disent, dans pas longtemps, on pourra plus rien faire de toi. Parce que j'ai quand même 19 ans. Plus je les vois, plus j'ai envie de me détruire. Donc là, je fais des grosses soirées, beaucoup de soirées techno. Et je fais des technivals où des fois je disparais pendant 2 semaines. Je reviens, je pense que j'ai perdu entre 5 et 7 kilos en 2 semaines, parce que je mange pas, je me drogue. Arrive encore un rendez-vous avec mes éducateurs, ils me disent là, on va pas pouvoir faire grand-chose pour toi. La seule chose qu'on peut faire, c'est te proposer un centre fermé. Donc il y a Régine, la chanteuse patronne de discothèque à Paris, qui a ouvert un centre. Et tu peux y aller si tu veux. Donc là, j'ai pas trop le choix, donc j'ai quand même envie de m'en sortir malgré que j'ai plus trop d'espoir. Mais je décide d'y aller. Donc c'est un centre, c'est pas une prison, c'est un centre, ils disent un centre ouvert, par contre c'est au milieu des montagnes. Donc même si on s'en va, on peut rien faire. Mais c'est un centre ouvert d'une quinzaine de personnes comme moi. Donc je vais faire un essai là-bas. Je reste 1 an, où je fais des choses avec des animaux, débardage, traction animale, je fais du bûcheronnage, de l'élagage, et tout va bien. Je prends plus de stupéfiants, ça va vraiment super bien. Et je passe même un petit diplôme. C'était un brevet professionnel agricole, où je suis élagueur et bûcheron. Et au bout d'1 an, en fait, je me dis que je vais bien, je vais rentrer chez moi. Donc je reviens en région parisienne et c'est reparti encore. Rebelote. Je revois les mêmes gens, mon cousin est toujours là. Là, en l'espace de 3 ans, mon cousin se suicide. Mon deuxième cousin prend 18 mois de prison ferme pour trafic d'héroïne. Le 31 décembre, moi je faisais mes trafics de cannabis comme d'habitude. Et je préparais la soirée du 31. Je fais des livraisons la veille. Et en fait, il y a des flics en civil pour une autre affaire, en fait. Et moi, j'arrive devant un cinéma. C'était l'époque des tatous, où on se pageait. Donc j'arrive devant un cinéma, je donne de la drogue à un client, et je repars. Et en fait, les flics en civil voient le micmac et se disent, tiens, on va les voir. Donc ils arrêtent le client. Moi, ils notent ma plaque. Le lendemain, le 31 décembre, ils m'arrêtent chez moi.
Ils ont débarqué à 5 et ils ont tout démonté chez moi. Tout pété. Et ils m'ont embarqué. Donc là, j'arrive au commissariat, ils me disent, ça fait des mois qu'on te suit, on connaît tout sur toi. Donc là, je me dis que je suis vraiment dans la merde, là. Ils me mettent en garde à vue, et là, je vois le dernier client que j'ai livré, en garde à vue. Je rappelle les policiers, et je leur dis, j'ai vendu 100 grammes de cannabis. Eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est, je pense qu'ils veulent se barrer chez eux. Parce qu'on est le 31, il commence à 17h. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que j'avoue. Parce que si j'avoue pas, c'est 48 heures de garde à vue, mais du coup, il y a toujours des mecs qui doivent me checker tout le temps. Donc là, moi, j'avoue, en fait, moi, je me dis 100 grammes, je suis un peu déconnecté de la réalité, en vrai, hein, parce que je me dis 100 grammes, c'est rien du tout. J'avoue les 100 grammes, de toute façon, j'en ai vendu peut-être 4 ou 5 kilos la veille. Ok, je paye un petit peu ma dette, 100 grammes. Donc je leur dis, voilà, j'ai vendu ça, et ils me disent, ok, on t'emmène chez la juge direct. Et moi, pour moi, je vais en soirée après, hein. Ils m'emmènent, l'acheteur passe en premier, et on a tous les deux un avocat commis d'office. Et l'avocat commis d'office, quand il vient, il sent le Ricard. Donc je pense qu'il avait déjà commencé le 31 décembre. C'est là où ça se complique un peu. C'est qu'en fait, l'acheteur a complètement paniqué et il a dit qu'il se faisait racketter et qu'il fallait qu'il achète de la drogue pour la revendre pour donner de l'argent à des racketteurs. Donc l'acheteur va voir le juge. La juge définit qu'il y a trafic de drogue en vue de faire de l'argent et le met en mandat de dépôt à Fleury-Mérogis. Le 2 janvier, on passe en jugement. Et moi, je suis quand même assez confiant, parce que c'est pas une grosse histoire, mais je me rends pas bien compte aussi de tout mon passé. Je suis quand même assez confiant, et on passe en jugement le 2 janvier, et là on retrouve une salle vide. Il y a personne, il y a que ma mère, ma tante, sa mère et son père, et on passe tous les deux en jugement, et là ça va très vite. Trafic de stupéfiants en vue de faire de l'argent. Moi je prends 18 mois ferme, et lui prend 6 mois ferme. Je reviens le 2 janvier 1997 à Fleury avec une peine de 18 mois ferme. Et là, le milieu carcéral avec ma tête, petit blond aux yeux bleus, ça passe évidemment pas très bien. Tout le monde veut me racketter. Donc tout le monde vient me voir, me met la pression. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'était la première phrase, bien sûr. T'as fait quoi? Donc tu dis ce que t'as fait. Donc moi, je suis là pour 100 grammes de cannabis. Donc déjà, c'est ok, super. Et la deuxième question, est-ce que tu connais des gens? Ça, c'est la deuxième question qui revient. Et la troisième, c'est est-ce que t'es déjà tombé? Et là, c'était tu vas me donner tes chaussures, tu vas me donner ton pantalon, tu vas. En fait, tous les jours, t'as le droit d'acheter des choses. Tu cantines pour la semaine d'après. Le mercredi, par exemple, tu cantines le tabac. Le jeudi, les magazines. Le vendredi, la bouffe, les pâtes. Et tu le commandes le mercredi, tu le reçois le mercredi d'après. Et les mecs me commencent à me demander, toi tu vas me cantiner des cigarettes, toi tu vas me cantiner du sucre, je vais t'échanger ça, je vais te donner ça, tu vas être protégé. Et je décide de dire non à tout. On m'avait quand même déjà prévenu du milieu carcéral. On m'a dit que si j'allais à l'intérieur, il fallait que je fasse vraiment aucun business. Même si j'avais besoin d'argent ou quoi que ce soit. Donc je décide de dire non à tout le monde. Non, 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 j'échange rien, je peux rien avoir, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas de mandat, je peux rien avoir. Donc ça passe un jour, 2 jours, 3 jours, et les mecs en viennent à me taper, à m'éclater. Donc je redescends en promenade, à chaque fois j'ai une fourchette dans la chaussure, pour si jamais ils sont trop, parce que d'habitude ils peuvent être 10, mais la plupart du temps ils sont un ou deux, et puis je reçois 2, 3 coups de poing, une balayette, donc c'est pas trop gros encore. En fait, tu marches en promenade, et les gens viennent te voir. Donc j'ai décidé de plus marcher en promenade. J'ai décidé de courir. Je commençais à courir, à droite, à gauche, je m'arrêtais. Dès que je m'arrêtais, je faisais des pompes. Alors j'étais pas en très grande forme physique quand même. Et ça a permis de les gens me laissent un peu tranquille, parce que j'étais tout le temps en mouvement. Et il y avait un endroit où il fallait vraiment pas aller en promenade, c'était le préau. C'était un truc où tu t'abritais pendant la pluie, mais c'était vraiment très dangereux parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y a rien. Malgré que dans la grosse promenade avec les caméras, si tu te fais tabasser, en fait, personne ne vient, hein. Donc tu te fais tabasser, t'es inconscient, ils attendent la fin de la promenade, que tout le monde rentre, et ils vont envoyer quelqu'un te chercher. Donc je commence à faire du sport. Les gens commencent un petit peu à me laisser tranquille. Des fois, je dépanne une petite cigarette, un petit peu de sucre, mais très peu, parce que je dépanne une fois, 2 fois, après je peux plus. Après, j'ai plus rien, et ce que je fais, c'est que la semaine d'après, bah, je commande pas de cigarette. J'ai pas de clope. Donc, ils peuvent pas m'envoler, j'en ai pas. Le premier mois, je suis en manque, mais en fait, ça va avec tout le système.
Je pense que quand tu arrives là-dedans, même si t'es pas accro à la drogue, tu prends une grosse claque. Moi, j'ai pris une grosse claque, mais avec le manque, c'est un peu comme une descente en enfer, mais normale, en fait. Je pense que même si tu arrives là-bas, que t'es pas en manque, t'es en enfer. Donc, sur des cellules de 2, de 9 mètres carrés, on est 3. Ils changent les draps tous les 21 jours. Donc, il y en a un qui dort par terre pendant 21 jours. Dans des cellules, quand t'arrives le dernier, c'est toi qui dors par terre tout le temps. Donc, moi, j'ai de la chance. Je suis avec des détenus pas trop méchants, enfin, normaux, on va dire. Humains, on va dire. Et on tourne. Là, t'as aucune intimité. Tu vas faire tes besoins devant les deux autres. Tu manges dans ta cellule et tu sors 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. 18 mois ferme, quand je compare avec les gens qui sont avec moi, ma peine est vraiment très grosse et je fais appel. Et au bout de 3 mois, je passe en appel et ma peine redescend à 6 mois. Par contre, ils me gardent. Je suis quand même condamné à 18 mois. Mais ils me passent 12 mois de sursis et 6 mois ferme. Et donc je fais que 6 mois et je sors. Donc je sors, je suis clean, je prends plus de drogue, donc ça m'a fait quand même du bien. Et je me dis, maintenant j'ai plus peur d'y aller aussi. À ma sortie de prison, déjà, moi je suis quand même bien catalogué par la police, donc je peux plus faire de trafic, du gros trafic, ça c'est sûr. Par contre, je fais toujours quand même quelques soirées et j'ai beaucoup de contacts aussi dans le milieu. J'ai 3 frères qui font des trafics depuis pas mal de temps que je connais. Ils ont plusieurs arcs de stupéfiants. Comme un accord, on dit que je vais leur prêter de l'argent, ils vont acheter de la drogue, ils vont me redonner plus d'argent. Donc c'est comme un prêt à la banque. Donc moi, ça me convient totalement parce que j'ai un petit peu d'argent, je suis toujours très économe, j'ai un petit peu d'argent de côté et je me dis que ça, c'est quand même pas mal. C'est une bonne opportunité. Ils étaient sur écoute, ça a duré 6 mois et je me suis refait... toute la famille s'est fait arrêter. Donc les 3 frères, le père, plus tous les vendeurs. Et je retourne en prison. Donc là, je suis dans une sale affaire quand même, là. Parce que là, c'est pas du flagrant délit, là, c'est une enquête. Il parle de plusieurs centaines de kilos. Tout le monde est incarcéré, parce qu'il y a beaucoup de gens incarcérés, donc tout le monde est incarcéré à Fleury. Il y a plein de bâtiments. Personne se parle. Il y en a qui sont incarcérés à Villepinte. Et moi, je peux ni aller à Villepinte ni aller à Fleury. Donc ils me mettent à Melun, dans une prison où il y a 90% des prisonniers qui sont là pour violences sexuelles, agressions sexuelles, pédophilie. Quand j'arrive à l'intérieur de la prison, déjà je suis en cellule avec un policier qui me dit si tu sors, tu vas te faire découper, c'est super dangereux. Du coup, je lui dis ouais bah moi j'étais déjà à Fleury, je me suis déjà bien fait éclater et je pense pas que je puisse rester en cellule quoi 24 heures sur 24. Donc je vais quand même tenter. Donc je suis sorti. C'était vraiment étrange parce que c'est des toutes petites promenades qui font peut-être 10 mètres carrés, on est genre 30, et sur les 30, il y a 25 mecs qui sont là pour des crimes sexuels. Mon co-détenu me disait si tu vas dans les douches, c'est fini. Et je dis ouais, je vais quand même y aller quoi. Donc là, j'ai dû prendre des douches où je prenais une douche avec mon t-shirt, mon caleçon et une fourchette aussi. Donc là, je devais prendre mes douches comme ça, au cas où quelqu'un rentre dans ma douche pour me savonner ou quoi que ce soit. Donc personne n'est rentré, en tout cas, j'ai eu de la chance. Mais là, je suis quand même dans une sale histoire. Les 3 frères sont accusés de plusieurs centaines de kilos. Le père et moi, je suis accusé de financement. Ils savent pas trop en fait où me mettre, mais en tout cas, je finance un trafic. Donc c'est limite pire en fait que tout. Eux, leur technique, cette famille, les 3 frères, c'est qu'ils nient tout en bloc. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Donc, moi, je peux rien dire, mais je suis quand même impliqué. Du coup, la juge, elle veut rien savoir. Elle met tout le monde en mandat de dépôt. On vient la voir le mois prochain. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. On retourne en prison. On revient la voir le mois prochain. Et là, je vais jamais m'en sortir. Moi, je vais rester des années avec eux, quoi. Et j'arrive à faire sortir des informations pour que justement ils se rétractent sur moi, la famille. Parce ils ont rien à y gagner en fait à me mettre dedans. On est à peu près au 7e ou 8e mois. Et il y a un des frères qui me décharge. Donc je suis libéré en vue d'un jugement. Je suis libéré provisoirement, ils appellent ça. Donc je ressors de prison libre, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc là, faut vraiment que je fasse quelque chose. Je revois mon père, je revois mon petit frère, que j'avais pas trop connu, c'était mon demi-frère.
Et je me dis que c'est pas possible là. À Melun, j'ai vu des mecs, ça faisait 16 fois ou 15 fois qu'ils rentraient en prison. Donc là, j'avais un choix à faire. Ou j'arrête, ou je vais devenir comme eux, ça c'est simple. Et je me dis qu'il faut que j'essaye de juste d'arrêter pour voir ce que ça fait. Ma famille a toujours été super solitaire. Donc quand j'ai des projets, surtout des projets de boulot, des choses comme ça, ils sont toujours derrière moi. Et je leur dis, il faut que je change de coin. Et j'ai une marraine à Nice. Je pars chez ma marraine une semaine. Ça se passe bien, on passe une semaine à Nice. Je rentre chez moi. Et le lendemain, à 6 heures du mat, descente de policiers. Et je me fais re-arrêter. Mis en garde à vue. Et là, ils me disent, stupéfiant, c'est encore un problème de stupéfiant. Donc là, je leur dis, ouais, bah non, bah là, c'est sûr que c'est pas moi. Ils me font, ouais, on va te faire passer derrière une vitre. Donc je passe derrière une vitre sans teint, tout seul. Et ils me disent, les témoins t'ont reconnu. Donc c'est toi qui as vendu le stupéfiant. On va directement voir la juge. Et là, la juge, celle qui m'avait libéré, je pense, 2 mois avant, elle me dit on vous remet en mandat de dépôt, c'est pas possible. Donc je retourne à la prison de Melun en mandat de dépôt. Et là, la chose qui est bizarre, c'est qu'en fait, tous les surveillants me connaissaient. Je connaissais tout le monde, vu qu'en fait, j'avais passé 8 mois et ça faisait 2 mois que j'étais sorti. Et là, tout le monde me dit ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Ah ouais, mais t'es là pourquoi? Pour stupéfiant. Ouais, super. Je dis, ouais, non, mais je te jure que c'est pas moi, là. Oui, 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 bien sûr. Et les surveillants, pareil. Ouais, mais qu'est-ce encore stupéfiant? Je dis, non, mais là, c'est pas moi. Oui, oui, oui. Et en fait, j'ai l'impression de mentir à moi-même. Ça fait 3 fois que je suis incarcéré pour stupéfiant, mais là, c'est pas moi. Donc là, en fait, j'ai eu un doute, vraiment un doute que ça soit moi. Donc on arrive au procès à Melun, et là, j'ai un autre avocat commis d'office. Et l'avocat sort les billets d'avion, c'est pas moi. Donc, ils paniquent et ils me disent ok, vous êtes libéré sur le champ, rentrez chez vous, on va faire une enquête. Je suis toujours passionné de voyage, moi, depuis tout petit. J'adore les voyages. Et je suis abonné à un magazine de voyage où c'est des gens qui font des voyages en Angleterre, au Canada, et qui racontent leur histoire. Et il y a des petites annonces de boulot. À ce moment-là, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Mon père m'offre une voiture d'occasion, une 205 GTI, me dit vends-la pour partir. Et je regarde sur le magazine et il y a une offre d'emploi pour faire plongeur dans un hôtel dans la banlieue de Bristol en Angleterre. Donc je reçois la réponse par écrit, donc on se fixe un jour et je revends la voiture de mon père, donc j'ai peut-être 4000 francs en poche et je pars à Bristol pour faire plongeur. Donc j'arrive à l'Imprestock Hotel. En fait, je suis payé une misère parce que je suis nourri logé. Je suis vraiment payé une misère. Et dans l'hôtel, c'est que des étrangers. Des Espagnols, des Suédois, des Italiens. Il n'y a pas de Français. Moi, j'arrive, je ne parle pas un mot d'anglais, hein. Donc, je suis avec mon dictionnaire pour boire. Je cherche le mot eau, water. C'est vraiment la galère quand même, hein. Mais tous les gens sont vraiment super sympas. Et je m'éclate. On fait des soirées où je comprends rien. Tout le monde parle espagnol, italien, anglais. Ou des fois, j'apprends des mots en espagnol en pensant que c'est de l'anglais. Donc, ou des fois, je mets des mots en anglais avec l'accent espagnol. C'est un peu le bordel. Mais je m'éclate. Je rencontre une Anglaise après quelques mois. Et je me mets à refaire du vélo. Beaucoup de vélo et du sport. Au bout de 8 mois, je décide de quitter l'hôtel et d'aller dans la ville d'à côté, qui s'appelle Bath. Donc là, je prends une coloc avec des étudiants. Et je rencontre que des étudiants en fait. C'est que des gens super sympas, super sains, qui s'éclatent, qui adorent la vie, qui n'ont pas du tout le même passé que moi, mais qui ont à peu près le même âge que moi. Et moi je m'éclate. Et en fait, je suis comme un étudiant, sauf que j'ai pas du tout étudié. Je fais la plonge dans d'autres restaurants. Donc je fais la plonge, mais ce qui se passe, c'est qu'en Angleterre, quand tu fais la plonge, t'as les pourboires aussi. Tu partages les pourboires avec les serveurs, donc t'arrives pas trop mal à vivre. Donc je fais ça et je décide aussi de prendre des cours d'anglais parce que je galère quand même. Donc je vais dans une école, je prends des cours d'anglais et c'est la première fois de ma vie que je fais la démarche d'étudier parce que moi j'ai arrêté en quatrième. Donc je fais la démarche d'étudier et je rencontre des gens, mais des gens super sympas. Et je commence à vraiment m'amuser. Et je vois que je commence à progresser en anglais et aussi je vois dans
dans l'école, des gens qui font des trucs sur ordinateur et je commence à regarder, je vois des mots, cours du soir de Photoshop, Quack Express, Illustrator et en fait, juste les noms, moi, je dis: «Ouais, ça m'a l'air super bien ça, je vais faire ça» et j'ai commencé à prendre des cours de Photoshop. Donc j'arrive, je prends des cours de traitement de l'image et je connais absolument je pense que j'ai pratiquement pas d'ordinateur moi. Donc j'avais un petit Amstrad quand j'étais, petit quoi, mais c'est tout. Donc là, je fais des cours de Photoshop, de traitement d'image où je comprends à peine ce que le prof dit, mais je suis avec des Brésiliens, des, Thaïlandais, des Suédois et c'est super. En parallèle, je fais beaucoup de vélo et vu que je travaille en restauration, je suis tout le temps décalé. Moi, je travaille le week-end. En semaine, je suis en vacances. Donc là, je fais du vélo, je vais dans des endroits pour faire du BMX, des sauts, et je rencontre des photographes qui travaillent pour un magazine, le magazine Mountain Biking UK. Et en fait, ils testent des vélos, donc ils sont photographes, ils font pas du tout de vélo, donc ils galèrent. Donc ils font des photos un peu. Les photos, ils sont très belles, enfin, mais pas du tout en vélo. Et je leur demande s'ils veulent un coup de main, parce que moi, je m'amuse tout seul, donc ils me disent oui. Donc je commence à faire des trucs pour eux, je teste tous les vélos, en plus pour moi c'est super bien, je teste des nouveaux vélos qui sont pas sortis. Donc j'en fais une fois, ils me disent ouais, est-ce que tu veux venir avec nous au magazine? Donc là je retourne avec eux au magazine et moi je leur fais ouais, mais moi je fais du Photoshop. Donc en fait on a un petit sujet de conversation malgré que je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Et ils commencent à me donner des équipements de vélo. Je leur dis bah, prenez mon numéro, moi je suis souvent là la semaine, si vous voulez on peut refaire ça. De fil en aiguille, bah, j'arrêtais pas d'être dans les magazines en fait. J'avais ma photo, donc j'avais pas mon nom, bien sûr, mais j'avais ma photo dans les magazines de VTT pour tester. Au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient du vélo et du magazine qui avaient un team de vélo. Au fur et à mesure, ils m'ont dit tiens, il y a le championnat d'Angleterre, est-ce que tu veux venir avec nous? Je dis bah ouais, ouais, je vais y aller avec vous. Donc j'y vais une fois, deux fois, après je leur dis ouais, j'aimerais bien m'inscrire. Et je m'inscris à une compétition. Bon, eux, ils étaient en pro, moi j'étais en amateur. Et je commence à faire plein de compétitions avec eux. Donc eux, ils avaient tout payé, l'hôtel, et à chaque fois, je dormais par terre. Mais bon, ça, dormir par terre, je suis quand même assez habitué. Mais c'est quand même super bien. Donc là, je vis un peu comme un mec qui est pro, sans être pro, et je m'éclate. Pour la première fois, je me dis, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est un truc trop bien. Déjà, c'est sain, tu voyages, tu fais un petit peu la fête, mais gentiment, parce que, en fait, si tu as une compétition, tu vas pas trop faire la fête. Et quand tu as fait la compétition, tu es bien brûlé, donc tout était parfait. Et les gens étaient vraiment très sympas. Du coup, tu rencontres des gens de partout, Australie, Nouvelle-Zélande. J'ai quand même un décalage, c'est que eux, ils ont fait ça depuis tout petit. Ils ont pas mon passé. Et je veux essayer de percer, mais il faut que je travaille 2 fois plus que tout le monde là. Je rencontre des Australiens et les Anglais me disent ouais, ils ont trop de chance parce qu'eux, ils s'entraînent l'hiver. Mais l'hiver chez eux, c'est l'été. Donc ils arrivent, en fait, ils font 12 mois d'été. Et là, ça me fait tilt. J'ai un petit peu d'argent d'économiser et je me dis, je vais partir en Australie, faire 6 mois, m'entraîner avec eux et après faire les championnats d'Amérique du Nord. Et en fait, j'ai pas besoin de trop d'argent parce que j'ai tout l'équipement et puis moi, je dors en camping hein, toute l'année, quoi. C'est là, je dors en camping et je m'entraîne en vélo. Donc je fais des boulots de terrassier, je construis des piscines et je préviens à chaque fois les gens. Bon, déjà, je travaille au black hein, tout le temps parce que j'ai pas de visa. Et je préviens les gens que je suis professionnel de vélo. Donc il faut beaucoup que je m'entraîne. Donc je fais des petits boulots dans des stations-service, des trucs, des bidules. Et je m'entraîne tout le temps, tout le temps. Là, c'est une période de ma vie excellente. Je suis en Australie, je fais des compétitions de vélo. Je suis super bien physiquement. Je fume plus du tout, même plus de clopes. Et je suis super heureux là. Je rencontre des gens super sympas, super sains. On se balade partout. Je suis tout le temps invité. Je suis à Melbourne. Je rencontre des mecs de Brisbane qui m'invitent chez eux pour faire du vélo. À chaque fois, on s'entraîne, on s'entraide. Ils me disent qu'ils vont faire les championnats aux États-Unis, qu'on va se revoir aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande aussi. Je me lie d'amitié avec un Australien qui s'entraîne, qui va partir en Angleterre. Donc je lui donne quelques tuyaux en Angleterre, quelques contacts. On s'entraîne pas mal ensemble. Et un jour, il me dit ouais, mon frère fait une grosse soirée chez lui ce soir. Est-ce que tu veux venir? Bon, je dis ah ouais, carrément. Ça fait des semaines que j'ai pas vu de gens. Moi, j'ai trop envie d'y aller quoi. Donc on s'entraîne et on part à Sydney tous les deux chez son frère. Et là, on arrive dans une grosse maison au bord de la plage. Et dans la maison, il y a plein de décors complètement barrés.
un peu futuriste, mais je vois pas trop. Dans son jardin, ils ont un half-pipe de skate. Il y a plein de vélos, des skateboards, des BMX. En fait, c'est ma maison de rêve. Des Américains, des Néo-Zélandais, plein de filles. Et du coup, on passe la soirée. Donc on s'éclate, on rigole. Et là, je demande aux gens, mais vous êtes qui en fait? C'est quoi votre vie là? Parce que c'est quand même. Et là, ils me disent, ouais, nous, on travaille sur le film Matrix. On vient de finir le tournage de Matrix 2 et 3. Et là, c'est un petit peu la fête de fin de tournage. Et après, la plupart des gens retournent en Nouvelle-Zélande faire les effets spéciaux. Et là, je dis, ok, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ça? Des effets spéciaux? Parle-moi un petit peu de ta vie là, parce que je comprends pas très bien. Et il me raconte un petit peu des effets spéciaux dans le cinéma, comment ça se passe. À un moment donné, je lui demande s'il était payé pour faire ça. Il me dit, bah bien sûr, je suis payé. Il me fait, pourquoi? Je sais pas, parce que moi, je le ferai gratuitement, tellement ça a l'air cool. Et je lui demande, écoute, comment t'as fait? Et donc, il me dit, ouais, moi, j'ai fait une école à Los Angeles, il y en a un autre qui a fait une école à Vancouver, l'autre à Montréal. Et je dis, ok, donne-moi les noms des écoles. Je décide de chercher un petit peu là-dessus. Donc, je regarde un peu les écoles à Los Angeles. L'école qu'il m'a donnée, elle est hors de prix. C'est 47 000 dollars l'année, plus c'est 2 à 3 ans d'études, et il faut habiter à Los Angeles. Donc visa. Donc là, je dis OK. Et je regarde à Vancouver, c'est un peu moins cher, mais c'est genre 27 000 l'année. Je dis OK. Et je regarde Montréal. Montréal, c'est le moins cher, c'est 15 000 l'année. C'est énorme quand même. En parallèle, je regarde vraiment pour tout ce qui est école, mais je fais quand même les compétitions. Et en Californie du Nord, à Reno, je chute et je me déchire les ligaments. Donc je vais voir le médecin, il me dit il faut aller à l'hôpital. Là, je vais à l'hôpital, j'en ai pour des milliers de dollars, quoi. Donc là, moi j'avais une assurance canadienne et je décide d'aller au Canada pour me faire soigner. Donc là j'y vais, je me fais soigner un petit peu, mais ils me disent que va falloir une opération. Donc là je me dis que c'est pas possible, là. Je suis en plein dans la saison, je continue quoi comme ça. Et en fait, il fallait que je fasse énormément de musculation de la jambe pour tenir mon genou, parce que sinon il se déboîtait. À Montréal, j'arrive à avoir un plus gros sponsor de vélo. Et là, je passe en pro. Donc c'est la première fois que je passe en pro, mais j'ai le genou un peu éclaté quand même. Là, je me demande ce que je vais faire parce que là, j'ai un sponsor en pro, c'est une de mes pires saisons. Donc, et je commence à vieillir en fait, hein, parce que ça, c'est un sport extrême. Le genou, ça se remet pas bien. Donc là, je commence à dire, waouh, va falloir que je trouve une autre option. Donc je cherche plusieurs options, mais l'option des effets spéciaux, là, malgré que ça soit un petit peu utopique, parce que ça fait un peu rêver Matrix, j'y croyais moyen. Donc je me renseigne à Montréal, là où je suis. Il y a plusieurs compétitions et je vais voir dans l'école. Donc là, je passe l'entretien dans l'école, je leur dis, moi j'ai fait du Photoshop, traitement d'image, ils me disent pas de problème, super, c'est 17 000 dollars l'année. Et là j'ai fait, ah ok, c'est quand même pas mal, hein. Et il me dit, si tu veux, tu peux payer tous les mois. Donc c'était sur 10 mois, ça fait 1700 dollars par mois. Donc là, je m'arrange, je regarde, je trouve un boulot de serveur qui est quand même assez bien payé au Canada, parce que tu as beaucoup de pourboires. Donc je fais ça et je m'inscris à l'école. Donc ma mère me donne un petit peu d'argent par mois, centaines d'euros, j'ai ma tante, enfin tout le monde m'aide un petit peu, mon père, enfin tout le monde croit en moi encore, donc c'est quand même pas mal avec tout ce que j'ai fait. Et je commence cette école. Et là, ils me demandent des diplômes aussi. Diplômes que j'ai pas du tout, moi, j'ai pas fait d'études. Mais j'ai appris Photoshop et je me dis que c'est la première chose qui va me servir. Donc, je commence à bricoler les diplômes que j'ai pas, sans trop en faire. Donc, mon brevet professionnel agricole de bûcheron, je le passe en bac professionnel agricole. C'est pas, j'ai pas voulu trop mentir. Et donc, je me fais ça comme diplôme pour entrer dans l'école au Canada. Le niveau était assez dur et le truc qui était assez dur aussi, c'est que des gens quand même assez bien financièrement qui font ces écoles et qui n'ont pas besoin de travailler. Moi, je travaille. Moi, je travaille 40 heures par semaine. Ils me donnent j'ai un badge, donc je peux rentrer à l'école de nuit. Donc des fois, je termine mon service à 2 heures du mat et je vais à l'école à 2 heures du mat jusqu'à 4 heures, 5 heures. Et c'est quand même dur parce que même si je travaille beaucoup, les autres élèves, ils ont un avantage sur moi quand même. Donc là, je trouve que c'est trop dur. Et je commence à me renseigner pour rentrer en France, faire une école en France. Donc je quitte le Canada pour
tenter ma chance en France, parce que je sais que j'ai quelques aides en France que j'ai pas au Canada. Donc là, je fais diverses écoles, des BTS, et je travaille à côté l'été dans des stations pour à la fin avoir un bac+3 en effets spéciaux. Donc à Montpellier, vu que j'avais pas beaucoup d'argent, je sous-louais ma chambre à un autre étudiant et moi je récupérais il me payait donc pas cher et je dormais sur un canapé, dans le salon pour avoir un petit peu plus d'argent par mois parce que j'avais pas grand-chose. Après avoir tenté un petit peu en JRI monteur, je me suis aperçu que c'était pas trop mon truc et j'ai décidé de revenir, plus vers les effets spéciaux, comme, me l'avaient dit, les mecs de Matrix. D'ailleurs, en fait, c'est juste que j'avais pas assez d'informations. Parce que c'est vraiment super vaste comme milieu. Donc j'ai refait une école d'effets spéciaux. Et après les 3 ans d'études, je suis sorti diplômé en effets spéciaux. J'ai 30 ans. Je rencontre la femme de ma vie à un festival de films de Clermont-Ferrand. Moi, je suis bénévole où je fais du montage et des effets spéciaux. Et elle, elle est ouvreuse. Je la rencontre. C'est le coup de foudre. Elle est dans le même milieu que moi. Je tente Londres, je postule beaucoup et j'arrive à décrocher un premier contrat sur le film de Ridley Scott, Prometheus. Je travaille sur ce premier film. Là, je fais des décors numériques. Donc, je crée des décors qui n'existent pas en images de synthèse. Donc là, je travaille pour Ridley Scott. Et ensuite, je travaille pour un autre film qui s'appelle World War Zombie, le film, un film avec Brad Pitt. Et je postule dans une autre compagnie. Une grosse compagnie qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup un réalisateur qui s'appelle Alfonso Cuarón, qui a travaillé avec cette compagnie. Je postule, et moi, quand je postule, j'envoie 50 emails par compagnie, quoi. Je traque tout le monde, je les envoie, je cherche, je trouve les emails, je les envoie, je les harcèle un peu, et j'ai un entretien, et je suis pris dans cette compagnie. Et je leur demande si je peux travailler sur le film d'Alfonso Cuarón. Ils me disent qu'ils savent pas trop s'il y a un film, ils restent assez vagues parce que c'est top secret. Et au bout de le jour où je commence, je m'aperçois que je suis sur son film, Gravity. Je travaille sur le film d'Alfonso Cuarón, donc c'est comme un rêve en fait. Donc là, j'ai intégré le monde des artistes numériques, c'est assez funky, hein, c'est que des artistes, des mecs un peu barrés, mais super cool. Mais en tout cas, je travaille beaucoup plus que tout le monde. J'arrive plus tôt, je repars plus tard, et je veux faire mes preuves, parce que j'ai l'impression que c'est comme un rêve qui va s'arrêter, où on va me découvrir, on va savoir mon passé et on va m'arrêter. Ensuite, j'entends parler que George Lucas cherche des gens pour aller à Singapour et pareil, j'essaye d'avoir des infos sur la compagnie et j'envoie, des dizaines d'emails à droite à gauche et j'ai des entretiens à Singapour et donc là, ils m'offrent un contrat. J'arrive à l'aéroport de Singapour, ils viennent me chercher en limousine quand même. À chaque fois que je passe les douanes, moi je suis un peu flippé parce que, j'ai quand même un pédigré, pas du grand banditisme, mais j'ai quand même fait des conneries, hein. Et là, j'arrive à Singapour chez George Lucas, on vient me chercher: «Bonjour monsieur», avec un panneau, «Guillaume et on te prend et on te ramène dans un super appart à Singapour, et on te laisse 1 mois dans l'appart. Tu fais ce que tu veux, le temps que tu trouves un appart». Donc je suis de retour après Singapour, je suis en France, on est en 2013 et Gravity gagne les Oscars des meilleurs effets spéciaux. Moi, ça me touche pas plus que ça. Ça me fait pas grand-chose en fait, parce que, j'ai pas travaillé tout seul sur le film. J'ai travaillé avec une équipe, donc je me l'attribue pas du tout. Quelques semaines plus tard, donc durant les quelques semaines, je reçois quand même quelques emails, notamment de mon école, qui me dit: «Ah, bravo pour l'Oscar», et je commence à être sollicité à droite à gauche par des producteurs: «Bravo pour l'Oscar», et je me dis que ça parle un peu trop, que ça devient un peu trop, soudain en fait. En fait, j'ai l'impression d'être un escroc, quand je fais, des effets spéciaux parce que, même si j'ai travaillé, j'ai fait des écoles, toutes les choses que j'ai fait avant, j'ai l'impression qu'on va me les reprocher et qu'à un moment donné, on va me dire: «Oh, c'est pas ça ta vie, tu vas retourner derrière les barreaux, parce que c'est là où tu es. C'est là où tu dois être toute ta vie». Ça fait, plus de 3 ans que maintenant qu'on a eu des jumelles et moi, ça a complètement changé ma vie, là. Je suis super fier, j'essaye de passer le plus de temps avec elle. Pour moi, je veux qu'elle sache la valeur de l'argent et la valeur humaine aussi. De respecter les gens. Je pense que l'attention de mes parents, c'est ça qui m'a manqué. J'ai pas beaucoup de souvenirs en étant petit d'avoir fait des choses avec ma famille.
On était livrés à nous-mêmes avec moi et mon cousin. De mes cousins, il y en a un qui est décédé, l'autre, il a pas fait grand-chose de sa vie, mais il est, rentré quand même dans le droit chemin. Et de mes amis, la plupart sont morts. J'ai un regard sur cette période, qui me fait un peu flipper par rapport à mes filles, bien sûr. Mais, je me demande comment, ça a pu partir en vrille aussi rapidement et pourquoi c'est parti en vrille comme ça. Mais peut-être qu'aussi, d'un autre côté, c'est ce qui a fait, que je suis, ce que je suis maintenant. J'ai beaucoup la niaque. Quand je veux un truc, je me sors les doigts du cul pour l'avoir, quoi. Peut-être que si j'avais eu une vie paisible et tranquille, je serais quelqu'un, de beaucoup moins, motivé. Vous venez d'écouter Transfert épisode 167, un témoignage recueilli par Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, réalisation et montage, Victor Benamou. Musique, Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.